Bonjour tout le monde et bienvenue à Entre deux traites. Merci de nous avoir choisis. Je suis René Dutil en compagnie de Sabrina Caron. Salut Sabrina, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va vite. C'est les semences, ça va comme la météo nous permet d'aller dans les champs. Fait que non, c'est une période bien occupée, mais c'est le fun de semer puis après ça de voir pousser ce qu'on a entrepris de cultiver pendant l'année. Je dirais que nous autres, de notre côté, là, à Saint-Anselme, les semences, c'est un peu bizarre. Là. Il y a plu un peu, pas beaucoup. Fait que les terrains sont pas vraiment prêts. Il y en a qui ont semé, mais c'est plus dans je pense que c'est pas des bonnes conditions. Là. Mes amis au lac Saint-Jean sont en grosse sécheresse depuis un mois. Le bas du fleuve, les semences sont bien avancées. Le sud-ouest, il y en a qui n'ont rien de fait. Fait que c'est une drôle de saison. Fait que nous autres, il va nous manquer une journée pour pouvoir pour faire nos semences. On contrôle pas ça. Fait qu'il te manque une journée pour commencer ou une journée pour finir? Ben, je te dirais que le forfaitaire qui vient certainement bien équipé que dans une journée, il faut pas mal tout, là. Et le soya puis le maïs. Mais là, ça me donne rien de les appeler. Je sais qu'ils sont en train de faire à un moment donné, ils aiment bien sommer l'heure aussi au travers de ça. Là. Fait que c'est ça. Non, nous, c'est ça, on va terminer pas mal aujourd'hui. Puis sinon, il y a des sections qu'on fait plus tard là, parce qu'on doit effectuer du nivelage. Puis ça prend du terrain bien, bien sec. Donc, on va poursuivre ça dans les prochaines semaines. Mais on est encore tôt en saison, fait que ça va bien aller. De toute façon, toutes les saisons sont toutes différentes, puis ont tous leurs défis, fait que faut pas... on réussit toujours à s'adapter. Aujourd'hui, on va parler de la grippe aviaire H5N1. Ça circule depuis un bon moment en Amérique du Nord. Les experts surveillent de près l'évolution de cette souche qui infecte de nombreux mammifères, incluant les vaches. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On va tenter de répondre à la question dans cet épisode. Merci d'être à l'écoute d'Entre deux traites. Aujourd'hui, donc, on va parler d'influenza aviaire hautement pathogène, H5N1, qu'on appelle IAHP, pour faire plus court. Aux États-Unis, les premiers cas chez les vaches ont été détectés au Texas au début février 2024. Je suis certain que vous avez tous beaucoup de questions. En tout cas, moi, j'en ai. Et pour répondre, on a la chance d'avoir un excellent vétérinaire avec nous. Natif de la région des Bois-Francs et originaire d'une ferme laitière, le docteur Guy Boisclair a obtenu son diplôme de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe en 1980. Il a obtenu un certificat de Dairy Herd Management de l'Université de Guelph en 2004. La régie et la santé des troupeaux laitiers, c'est sa passion. Son objectif, optimiser les performances de la ferme en utilisant les ressources humaines et technologiques accessibles. Au fil des ans, il a développé une expertise en production laitière nord-américaine qu'il partage avec ses collègues et producteurs. Docteur Boisclair, bienvenue à Entre deux traites. Bonjour, merci de l'invitation et de ces bons mots d'introduction. Enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. Première question pour vous, c'est pas la première épidémie de grippe aviaire, mais je pense que c'est la première fois que des vaches ont été infectées. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Le virus de l'influenza aviaire, l'influenza type A, est présent en Amérique du Nord depuis 2022, chez les volailles, chez les oiseaux sauvages. Mais c'est en février 2024, on a détecté pour la première fois la présence du virus chez des bovins ici en Amérique du Nord. C'est quoi les symptômes, les signes de l'IAHP chez les vaches laitières? Pour débuter l'entrevue qu'on va faire, première chose que je dois dire, c'est une nouvelle maladie. Donc, on acquiert de l'information pratiquement tous les jours en Amérique du Nord et au niveau mondial. Donc, il y a de l'information que je vais vous partager aujourd'hui, qui pourrait être contredite dans les prochaines semaines ou avoir de nouvelles informations qui nous amèneraient à en parler différemment. Donc, c'est quoi les signes cliniques qu'on a observés quand ça a commencé comme condition?
baisse de consommation. Donc, les vaches mangent moins. Ensuite de ça, ce qui est autre observé également, c'est que l'activité du rumen est diminuée. Donc, le rumen est moins actif. Baisse en lait chez les vaches qui sont affectées. Autre chose, c'est que l'apparence du lait est différente. Donc, pas chez toutes les vaches, mais chez les vaches où il y avait des signes, l'apparence du lait, donc le lait devient une consistance un peu plus épaisse, parfois un peu brunâtre, qui fait penser à du colostrum. Au niveau des fesses, fumier un peu plus collant, un peu plus mou, ou même parfois de la diarrhée. Il y avait, au niveau des fesses, là, chez les vaches, on observe des différences. Parfois, il y a des signes comme de la fièvre, parfois, il n'y a pas d'autres signes, il n'y a pas d'autres signes respiratoires. La condition évolue. Le pic de la condition est environ 3 à 5 jours après le début de la condition. Puis, on parle peut-être d'une période d'incubation de 3 à 5 jours. OK. Puis, les vaches contaminées, est-ce qu'ils sont toutes malades? Ou ils peuvent être juste porteuses ou... C'est pas tout. Premièrement, l'image qu'on a dans un troupeau qui est affecté, c'est les vaches en lactation. Donc, les vaches tories, les veaux, les génisses, peu d'observations, peu de signes ou pas de signes. Chez les vaches en lactation, c'est notamment les vaches deuxième lactation et plus, donc pas nos primipares, pas nos premiers veaux. Puis chez les vaches, c'est surtout les vaches à au-delà de 120 jours, donc 150 jours en lait et plus. Donc, ce qui nous ramène à une population cible qui est peut-être de 35-40% des vaches. Sur l'ensemble du troupeau, ça peut représenter environ 10% des vaches qui vont montrer des signes cliniques. Puis l'évolution au niveau du troupeau va durer peut-être de 30 à 40 jours. Y a-t-il une explication pourquoi c'est juste les vaches en lait qui sont affectées et peut-être les 120 jours en lait et plus même? C'est vraiment parmi les choses qu'on est en train de mieux comprendre par des essais qui sont en cours. Je vais vous parler des moyens de propagation de la maladie et peut-être qu'à la fin, vous allez comprendre un peu plus pourquoi c'est ce groupe-là aussi qui est le plus affecté. Qu'est-ce qu'on doit faire si on détecte des symptômes dans notre troupeau? Premièrement, vu que passablement de gens ont entendu parler de la condition, j'espère, on en parle aujourd'hui. Si un animal qu'on suspecte, on suspecte la maladie sur un animal, isoler cet animal-là. On parle d'un virus, d'une infection contagieuse. Deuxièmement, appeler son vétérinaire. Appeler son vétérinaire pour confirmer la suspicion qui est suffisamment sérieuse pour, par la suite, transmettre le cas aux agences réglementaires. Comment on traite l'IAHP? Comment on s'occupe de l'animal malade à part le mettre de côté, essayer de restreindre les contacts avec les autres? C'est un virus, influenza, donc les antibiotiques ne travaillent pas du tout. On va traiter l'animal selon ses signes cliniques. Je vous parlais, là, baisse de consommation, parfois de la diarrhée, ces choses-là. Donc, ça va être traitement de soutien. Il n'y a pas de produit qui fonctionne. Fluidothérapie chez les animaux qui sont plus sévèrement atteints. Donc, ça peut être par la bouche ou les cas les plus sévères, même par intraveineuse. Mais ce qu'il faut rapporter, c'est que on sait qu'il y a environ 10% des vaches qui peuvent être affectées. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mortalité confirmée par cette maladie-là. Donc, un animal peut être très malade. Ça peut amener une vache à complètement tarir. Elle est à 200 jours en lait, elle a baissé en lait, elle ne reprendra pas comme on voudrait. Donc, il y a des vaches. L'expérience que je vous partage là, c'est l'expérience qui provient de collègues américains qui ont partagé cette information-là. Mais il y a des vaches qui sont tout simplement taries parce qu'ils ne reprennent pas en lait après l'évolution de la maladie, la condition de la maladie. C'est quoi la procédure pour tester l'animal pour confirmer qu'elle est atteinte? C'est par des prélèvements. Prélèvement de lait, puis prélèvement aussi au niveau nasal. On retrouve la présence du virus à un haut niveau chez les vaches en lactation, à un haut niveau dans le lait, mais dans les autres fluides aussi, mais de façon moins fréquente. Donc, au niveau du nez, au niveau de l'urine, au niveau des fesses, mais les deux endroits les plus marquants, notamment le lait et prélèvement nasal.
J'imagine que l'IAHP chez les bovins est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, quand un test sortirait positif, les vétérinaires seraient obligés de les déclarer. Oui, c'est une maladie à déclaration obligatoire chez les bovins, chez aussi les fermes avicoles, chez la volaille. Puis du moment que le cas va être rapporté, okay, donc vous avez appelé votre vétérinaire, le vétérinaire il dit on doit faire des tests, les tests sont soumis. Déjà là, les agents sont avisés. Les premiers tests vont être faits au niveau provincial. Puis, si le test n'est pas négatif, on ne parle pas d'un test positif, si le test n'est pas négatif, les échantillons sont envoyés au laboratoire fédéral pour confirmer la présence du virus. Mais à partir du moment où on a un test non négatif, les agences sont avisées. Pour l'instant, il n'y a pas de cas au Canada. Que fait le gouvernement pour se préparer? Le gouvernement fédéral a créé une cellule pour étudier justement la situation. La situation survient aux États-Unis, mais ce sont nos voisins. On contrôle pas les oiseaux, ces choses-là, en connaissant de quelle façon ça peut se propager. C'est juste sage d'avoir de quelle façon on réagirait par rapport à cette condition-là. Au niveau provincial aussi, il y a des cellules qui ont été créées. Au Québec, il y a une cellule qui a été créée par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture. Cette cellule-là, dans cette cellule-là, il y a des agents de l'Actanet, de la Faculté de médecine vétérinaire, des producteurs de lait du Québec et aussi du MAPAC. Donc, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, il y a des cellules qui ont été créées pour suivre l'évolution de la situation aux États-Unis, mais aussi pour concentrer, répertorier la documentation scientifique qui est en développement en cours. C'est vraiment là, dans le dernier mois, la quantité de documents scientifiques publiés est importante et c'est de l'information qui est partagée à la grandeur de la planète. C'est un souci, l'influenza aviaire chez les bovins, à la grandeur de la planète. Donc, que ce soit ici en Amérique du Nord, mais également en Europe, en Asie. Docteur Boisclair, on doit s'arrêter pour une courte pause et un message de notre commanditaire. Mais restez là, on a plein d'autres questions sur l'IAHP. À tout de suite. Comme chef, je composte beaucoup. C'est ma façon de redonner à la terre. Salut Jeanne. Comment les producteurs laitiers prennent-ils soin de notre planète? À la ferme, on composte le fumier. Ça permet de réduire notre empreinte carbone. Le fumier enrichit aussi le sol, ce qui aide à faire pousser les récoltes. Ah, c'est comme le cercle de la vie. Oui, on travaille à bâtir un avenir durable. Moi, je suis partante. Et toi? Je suis partant. C'est ça, l'avenir laitier. Carboneutre d'ici 2050. Nous sommes de retour à Entre deux traites avec Dr Guy Boisclair. Dr Boisclair, comment le virus IAHP se propage? On soupçonne fortement, donc il n'y a pas de certitude, on soupçonne fortement que le premier cas provient de contamination par les oiseaux sur un bovin. De quelle façon? Ça, c'est pas clair. Est-ce que c'est des oiseaux? Les oiseaux, la maladie s'appelle l'influenza aviaire hautement pathogène. Ce que je vous ai décrit comme signe clinique de condition, c'est pas hautement pathogène pour les bovins, c'est hautement pathogène pour les aviaires. Donc, quand ça survient chez les oiseaux, il y a beaucoup de mortalité. Est-ce que ce sont des oiseaux morts qui se sont retrouvés à la ferme, qui ont contaminé la nourriture? Est-ce que c'est des fientes? On ne le sait pas. On sait juste que c'est arrivé, ça a été détecté comme premier cas en mars, mais les signes cliniques qui ont été rapportés étaient déjà en février. Mais par la suite, ce qu'on sait en suivant l'évolution qu'on a présentement, c'est que la contamination se fait de bovin à bovin. Notamment bovin à bovin au niveau des vaches en lactation. Donc, pourquoi juste chez les vaches en lactation ou notamment chez les vaches en lactation? On soupçonne que ce soit
le lait, je vous disais tantôt, qui est un endroit privilégié pour faire des tests pour détecter la présence du virus. Donc, est-ce que c'est la mécanique, donc les systèmes de traite qui font qu'ils contaminent d'autres vaches? Est-ce que ce sont les travailleurs qui peuvent contaminer d'autres vaches? Est-ce que ce sont le fait qu'il y ait aux États-Unis, ce sont des salons de traite, la nébulisation du virus parmi les animaux fait que ça se contamine, mais la contamination se fait de façon importante entre bovins laitiers. Quelles précautions sont recommandées sur les fermes? Devrait-on privilégier des troupeaux fermés? Ben, c'est une belle situation pour revisiter le programme Proaction que tout le monde connaît. Et à chaque année, on valide qu'on applique des mesures de biosécurité. Donc, c'est les mesures de biosécurité qu'il faut rappeler à l'ordre et s'assurer qu'elles sont bien suivies. C'est sûr qu'un troupeau fermé, on parlait là, de la contamination par les vaches, le risque par les oiseaux est là, mais la contamination de façon importante semble être par les vaches. Donc, un troupeau fermé est probablement mieux protégé, beaucoup mieux protégé qu'un troupeau qui a une circulation d'animaux. Puis une circulation d'animaux, on l'a vu aux États-Unis. Il y a des troupeaux aux États-Unis que les vaches taries s'en vont sur d'autres sites. Ils ramènent les vaches taries en préparation au vêlage. Donc, même si tu n'achètes pas d'animaux, mais qui s'en vont sur d'autres fermes, c'est pas ça qu'on appelle vraiment un troupeau fermé. Donc, l'application d'un troupeau fermé, dans ce qu'on comprend présentement de la maladie, est probablement la mesure la plus efficace pour la prévention. J'imagine qu'on doit limiter les visiteurs à la ferme. Ça fait partie des mesures de biosécurité. Limiter les visiteurs, ça ne veut pas dire aucun visiteur. Il y a des gens qui doivent venir à la ferme, donc il faut s'assurer qu'ils puissent continuer de donner leur service. Mais mesure de biosécurité veut dire aussi contrôler la propreté de ces visiteurs-là. Et aussi de dire, c'est juste une question de bon sens. Si tu as visité une ferme qui est déjà à risque, de visiter une ferme qui serait saine, ces choses-là. Donc, de responsabiliser les visiteurs qui vont aussi se déplacer de ferme en ferme. Y a-t-il des mesures de prévention alternatives, d'autres choses qu'on peut faire? Ben, je vous ai dit le contrôle des oiseaux. Contrôle des oiseaux, ça veut dire ne pas offrir d'endroits où les oiseaux peuvent venir nicher ou déféquer proche des endroits où on a la nourriture des vaches, où les endroits peuvent être. Donc, contrôle des oiseaux. L'autre chose que je vous ai pas dit, sur les fermes aux États-Unis, une des choses qu'ils ont observé, et c'était un peu comme le canari dans la mine, c'est que les chats, on a retrouvé des chats avec des problèmes genre neurologiques ou malades. Donc, les chats qui vont boire, on voit ça souvent sur une ferme, là, ils vont boire le lait des vaches et se promènent parmi les vaches. Donc, le contrôle des chats est probablement quelque chose aussi à considérer, compte tenu qu'aux États-Unis, on a observé ces choses-là. Prévention alternative, j'aimerais ajouter à ce moment-ci, prévention aussi pour les humains. Donc, ne pas boire de lait cru sur une ferme où on soupçonnerait, où on est à risque, où on a un soupçon. Parce que qu'est-ce qui fait que cette condition-là est un souci important? C'est que c'est aussi un souci pour la propagation aux humains. Aux États-Unis, il y a eu un cas qui a été documenté d'un travailleur qui aurait eu l'influenza aviaire. Il n'a pas été documenté que c'est exactement cette même souche-là, mais on a quand même un soupçon important. Et si on est des gens qui travaillent sur la ferme, ben ce souci-là est important. Puis, si jamais il y avait une vache qui avait des signes cliniques, ne pas donner son lait, ne pas boire son lait, ne pas mettre son lait dans le réservoir de lait, ne pas offrir ce lait-là aussi aux veaux, parce que ce lait-là est contaminé. Et l'humain est une priorité aussi. Même si on n'a pas de vache infectée, est-ce que le virus H5N1 est présent au Canada, au Québec? Le virus par les oiseaux est présent. Par les oiseaux migrateurs. On a retrouvé au niveau d'élevage chez la volaille, il y a eu déjà eu 54 élevages au Québec qui ont été mis en quarantaine suite à la détection du virus. Donc, oui, le virus circule parmi les oiseaux domestiques, mais aussi par les animaux sauvages.
une des recommandations du gouvernement, c'est de chauffer le lait destiné aux veaux. Est-ce qu'on peut l'acidifier aussi? Est-ce que ce serait une mesure efficace? Il y a des études en cours présentement pour justement commenter si l'acidification du lait est une mesure efficace pour détruire le virus. Donc, à ce moment-ci, on ne peut pas statuer. Le virus influenza n'est pas un virus très résistant dans l'environnement, mais l'information devrait quand même venir assez rapidement par rapport à l'acidification. Il y a contamination. Est-ce que le lait pasteurisé est propre à la consommation? La pasteurisation est une méthode pour détruire les bactéries nocives puis les virus. C'est bien documenté. Et suite à l'apparition de cette condition-là, USDA aux États-Unis ont fait des tests pour confirmer que la pasteurisation détruisait le virus chez des vaches qui seraient potentiellement contaminées. Mais la recommandation générale, c'est que le lait de vache montrant des signes cliniques ne doit pas aller à la consommation. Pourquoi aux États-Unis, ils auraient trouvé des traces du virus dans le lait vendu au détail? Ce qu'ils voulaient savoir, c'est que est-ce que le virus circule parmi les élevages sans qu'on ait de signes cliniques? Donc, ils ont fait des tests pour voir s'ils pouvaient détecter des traces du virus. Les tests qui ont été utilisés, c'est des tests PCR. Ce que je vous disais, un test PCR détecte des particules virales, ne détecte pas si le virus est vivant ou pas, mais va détecter des traces du virus. Par la suite, ils ont fait même des tests de culture pour voir si on retrouvait du virus vivant au niveau du lait pasteurisé. Ça s'est avéré négatif. Fait que dans le fond, il y a des traces, mais il a été détruit par la pasteurisation. Exactement. En terminant, à quoi on doit s'attendre pour la suite des choses? À quoi on peut s'attendre pour la suite des choses? Les mesures de contrôle qu'on applique présentement sont un bon test pour l'industrie pour valider sa discipline. Donc, là, on parle de ce virus-là, mais des mesures appliquées dans les programmes pro-action voulant contrôler les maladies. C'est quelque chose que l'on répète régulièrement. C'est un challenge aujourd'hui, l'influenza, pour voir si on est capable de se discipliner. Tout ça étant dit et en les appliquant, les virus ne respectent pas toujours les règles que les humains appliquent. Les frontières, ils se préoccupent pas vraiment de ça. Le virus veut survivre, il subit continuellement des mutations pour aller infecter d'autres espèces animales, d'autres types de production. Donc, le risque est important, mais en même temps, le fait qu'on soit proactif, que la condition soit pas présente, qu'on applique déjà des mesures et non pas passif, ça augmente nos chances de limiter l'entrée de ce virus-là. Et si ça devait arriver, de réussir à cerner rapidement la présence du virus. Si une vache est infectée, là, parce que, tu sais, on a des producteurs qui achètent des vaches. Si une vache a le virus, mais il est pas encore, on le voit pas encore, il s'est pas encore développé, là, on parle de la période d'incubation. Est-ce que il est détecté quand même au niveau des tests qu'on pourrait exiger? C'est une très bonne question que la réponse ne peut pas être clairement dit oui ou non, parce que je vous l'ai dit, c'est une condition en évolution, mais on sait, de par l'expérience américaine, qu'il y a des vaches qui étaient asymptomatiques, qui ont été déplacées de troupeaux, et par la suite, la maladie a été déclenchée. Donc, il y a des porteurs asymptomatiques. Est-ce que ces tests-là détectent les porteurs asymptomatiques? Il y a une bonne probabilité, mais on n'a pas d'affirmation claire de c'est oui ou c'est non. OK. Donc, au niveau des tests, on pourrait continuer d'être prudent pour le moment. Exactement. Il n'y a pas de tests qui permettent d'affirmer que cet animal-là n'est pas un risque pour une ferme. Même si on applique les tests de PCR. Les mesures canadiennes, c'est cet animal-là, ou même si jamais ça arrive au Canada, mais si on achète une vache aux États-Unis, elle doit provenir d'un troupeau en santé. Il y a une note qui a été mise qu'elle ne doit pas provenir d'un troupeau
qui est en quarantaine, même si le troupeau aux États-Unis n'avait plus de cas cliniques, mais qu'il est toujours en quarantaine, il ne peut pas avoir d'animaux qui soient exportés au Canada. Puis que l'animal qui va être exporté au Canada doit avoir un test dans la semaine précédente pour confirmer que cet animal-là est négatif. Mais c'est un risque qui est plus grand que de dire « je garde un troupeau fermé ». Dr. Boisclair, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir. Ça fait beaucoup à te gérer, Sabrina. Te sens-tu équipée? Équipée, j'ai de l'information. Il y en a beaucoup qui circulent là, à ce sujet-là là, depuis les dernières semaines. C'est juste que c'est quand même pas évident avec les oiseaux migratoires puis les ventilations puis nos portes d'étable qui ouvrent de contrôler tous ces petits oiseaux-là. Je sais pas, toi, si tu as des problèmes d'oiseaux, là, mais en tout cas, moi, c'est un des facteurs qui m'inquiète chez nous. Puis sinon, pour l'achat d'animaux, je pense que on peut peut-être s'abstenir pour un certain temps, là, mais ça dépend des fermes encore là. Ouais, je te dirais que l'hiver, ça va bien contrôler les oiseaux, là, mais l'été, nous autres aussi, là, les portes de garage sont grandes ouvertes. On n'a pas des filets partout. Là. Puis en même temps, c'est pas les oiseaux migrateurs qui viennent dans l'étable. Là. C'est des petits oiseaux que, en tout cas, je sais pas jusqu'où ils vont. Là. Mais c'est un casse-tête de plus pour la production laitière. Là. C'est, dans la volaille, ils ont vécu ça, puis ils ont passé au travers, mais c'est différent. Là. Il n'y a pas d'oiseaux qui rentrent dans un poulailler. Est-ce que la contamination aux États-Unis s'est faite surtout par des oiseaux ou une fois un animal contaminé, c'est plus d'animal à animal? Ouais, puis tu sais, on se dit, si mon troupeau est affecté, il y a des pertes financières reliées à ça. Puis est-ce que quelqu'un va compenser? Tu sais, on a comme plein d'autres questions qui viennent, mais tant qu'on n'a pas de cas, on dirait qu'on essaie de pas trop y penser puis de se dire que ça ne viendra pas à nous, mais il faut quand même mettre en place là, les mesures de prévention. C'est tout pour cet épisode d'Entre deux traites. Merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, et merci à notre équipe de production, Carl Bélanger et Bruce Sargent. Remerciements également à notre invité, le Dr. Guy Boisclair. On se retrouve bientôt pour un autre épisode d'Entre deux traites.